Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle du spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est jour de fête, non pas parce que cette émission a été enregistrée entre Noël et le jour de l'an. Eh bien Nella Fragola, c'est la première fille que j'invite dans cette émission, et ça me fait très plaisir. Avec Nella, nous allons parler de blog. Elle ne travaille pas directement dans une compagnie où elle en tient le blog. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Nella, elle gagne sa vie avec son blog. C'est pas l'objectif d'une compagnie, bien entendu, mais elle, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à tenir un blog où elle parle d'elle et de sa façon de s'habiller. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à créer une grosse communauté. Alors je vous invite à écouter cette émission en pensant au spectacle. Et ensuite, téléchargez le petit mémo que j'ai réalisé pour l'occasion. Avec ça, vous aurez toutes les armes en main pour rédiger un blog efficace. Bon ben, salut Nella. Salut. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis Nella Fragola, Nella Amoretti de mon vrai nom. Nella Fragola, c'est mon pseudo d'artiste. Donc moi, ce que je fais, c'est un peu complexe, mais j'aime bien le terme slasher. C'est un terme anglo-saxon qui définit les personnes qui ont plusieurs activités en même temps, qui n'ont pas forcément de lien direct chacune entre elles. Et ça me correspond très bien puisque je suis blogueuse, slasher, blogueuse slash écrivaine slash modèle photo slash comédienne. Donc je fais plein de choses en même temps. Tu es intéressée par la mode japonaise, c'est ça qui t'avait fait rentrer dans le monde associatif, c'est ça? Oui, c'est grâce à la mode japonaise que j'ai commencé en fait à faire des photos. C'est ça qui t'a amené à faire du blog ou le blog tu l'avais déjà monté? Non. Alors en fait, le blog, c'est pareil, c'est un peu comme la photo, c'est un hasard. Je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un blog. Vraiment, c'est au début, j'avais des pages pour suivre mes amis dans le monde entier, toutes mes amies liées au gothique Lolita. Il y avait un site qui s'appelait Live Journal où on échangeait des conseils mais c'était pas vraiment un blog public, c'était plutôt privé. Et dessus, je partageais mes photos de tenues en Lolita. Et puis, quand j'ai ouvert ma page Facebook en 2012, où là, je commençais plutôt à faire des tenues plutôt vintage, pin-up, je publiais régulièrement une photo de la tenue que je portais. Et ça avait beaucoup de succès. Et petit à petit, les gens m'ont dit « Mais il faudrait que tu fasses un blog, ce serait plus facile à suivre. Tu pourrais noter les marques que tu portes et avec les liens ou acheter les vêtements. » Et donc, j'ai commencé en 2013 un blog sur Blogueur, au début, où je me contentais juste de partager la tenue que j'avais portée ce jour-là, avec la liste des marques, pas plus. Et petit à petit, ça a grossi jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, j'aimerais ne faire que ça. D'accord, et du coup, tu avais déjà 10 000 membres sur ta page Facebook et une grosse communauté derrière. Pas à ce moment-là, en fait, quand j'ai ouvert ma page Facebook en 2012, ça n'a pas monté très rapidement. Je crois que je me souviens quand j'ai ouvert mon blog en septembre 2013, mon premier article, c'était un giveaway avec des photos que j'offrais pour fêter mes 3000 membres sur Facebook. Donc à ce moment-là, j'avais 3000 membres. Maintenant, j'ai atteint presque les 12 000. Parce qu'on va quand même préciser, c'est que tu gagnes ta vie en grande partie par ce blog, même si à côté tu fais du théâtre, de la photo, du mannequinat et que tu écris. Ce qui te fait gagner ta vie, c'est quand même ton blog. C'est mon revenu principal. D'accord. Oui. Et donc, tu as un blog qui s'est lancé simplement sur l'idée de mettre en ligne et en lien ta façon de t'habiller, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce que tu écris dans ton blog? Alors au tout début, je me contentais juste de citer les marques et de dire, j'ai porté cette tenue, j'ai pensé à telle inspiration, à telle actrice old school que j'aimais bien, par exemple. Mais petit à petit, je me suis dit, il y a plein d'amis à moi qui ont commencé à me dire, mais c'est dommage, t'écris bien, ce serait bien que tu écrives aussi que tu prennes du temps pour écrire des articles un peu plus profonds, un peu plus détaillés, un peu plus longs. Et moi, j'avais peur en fait que les gens ne prennent pas le temps de lire. Et j'ai découvert que c'était complètement le contraire. Les gens ne s'attachent pas que aux images, ils aiment aussi le texte.
J'ai commencé à parler plutôt de ce que j'avais sur le cœur, de mes humeurs du moment, de ce que j'avais envie de faire dans le futur, d'expériences du passé qui ont fait que j'ai grandi de telle ou telle façon. Voilà, donc j'ai commencé en fait à échanger ces idées, mes opinions, et j'ai eu beaucoup de retours en fait. Donc j'ai continué. Donc c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais un article, je travaille autant le texte que l'image. C'est un vrai boulot en plus, hein. Oui, ça, je prends vraiment beaucoup de temps, et en plus après, comme je fais tous les articles en anglais, je les fais traduire en anglais, donc ça me fait 2 fois plus de travail, même si maintenant je paye une traductrice pour traduire en anglais. Au début, je faisais tout toute seule, c'est-à-dire je faisais aussi l'anglais. Ouais, double boulot quoi. C'est ça. Mais double communication aussi du coup. C'est ça, mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé, je le faisais que en anglais, donc c'est vrai que j'ai une communauté qui est très importante, notamment en Angleterre. Beaucoup en Écosse parce que j'y vais très souvent, et un peu aux États-Unis, mais c'est vrai que globalement j'ai beaucoup de followers étrangers. Et le blogging, toi tu t'es mise donc au blog sans compétences techniques en pratique au départ. Oui, c'est ça, en fait, j'ai vraiment commencé comme ça, déjà avec sur Blogueur, donc accessible à tout le monde, j'ai envie de dire, Ouais. sans ayant vraiment une idée visuelle, graphique, voilà. Donc c'est vrai qu'au début c'était pas forcément très beau, mais petit à petit j'ai appris de mes erreurs. J'ai aussi des amis graphistes qui m'ont aidé. Mon mari est illustrateur, donc ça m'a permis de me faire un logo, et il m'a donné des conseils pour que ce soit joli visuellement. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas du tout fait de formation, ni informatique, ni en graphisme, non. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui empêche de faire du blogging. Non, je pense pas. Après, c'est vrai que tout ce qui est vraiment l'aspect vraiment très technique, j'ai un webmaster qui s'occupe, voilà, je lui ai dit, je veux que mon blog ressemble vraiment à ça. Je lui ai fait des croquis dernièrement parce que je voulais changer une page, et là, il l'a mise en ligne aujourd'hui, j'en suis très contente. Mais c'est lui qui code, c'est lui qui fait tout l'aspect technique. Donc je fais confiance aux professionnels avec qui je travaille. J'ai fait appel récemment à un spécialiste du référencement Google pour pouvoir justement faire en sorte que mon site sorte un peu mieux dans les recherches. Je pense que pour certains aspects techniques, c'est bien de s'en remettre à des professionnels dont c'est le travail et qui ont de l'expérience et les compétences pour faire du bon boulot, quoi. Oui, surtout que le frein en plus que les gens ont qui est ouais mais derrière après moi si je veux faire des modifications je pourrais pas. Ça marche plus forcément parce que ton site c'est un WordPress, c'est ça? Oui, Et un WordPress, c'est quelque chose que tu peux quand même vachement mettre à jour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un travail et une administration qui va être mise en place par le webmaster, qui lui va plus mettre les mains dans le cambouis. Mais tu as quand même la possibilité derrière, toi, d'écrire tes articles tranquilles, de les publier sans forcément avoir besoin de son avis avant d'éditer ta page, non? oui, bien sûr. Et puis même par exemple, ma page biographie, je peux la modifier quand je veux, comme je veux, il n'y a pas de souci. Et il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce à mon webmaster, parce que comme au début, j'avais pas beaucoup d'argent, que je pouvais pas le payer à la hauteur qu'il le méritait, hein, on a passé une après-midi où il m'a fait une petite formation WordPress, et ça m'a permis de gérer un minimum seul. Voilà, donc je sais faire, je suis pas capable de coder dans mon site, mais je suis capable de bouger une catégorie, d'en créer une nouvelle, de créer une nouvelle page, de la publier. Je suis quand même capable de faire un minimum. Ouais, ça c'est essentiel. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des sites internet pour des compagnies. C'est que je passe une journée en fait avec elles, où on fait de la formation et on finalise le site internet pour que ils puissent voir aussi comment c'est fait à l'intérieur et qu'ils puissent, ouais, c'est ça, modifier les catégories, c'est l'essentiel, hein. Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le genre de métier, que ce soit des métiers artistiques ou des métiers vraiment d'informatique, de graphisme. C'est des métiers où on apprend tous les jours, donc il ne faut pas avoir peur, je pense, de poser des questions. Peut-être que la question va paraître bête, mais vaut mieux paraître idiot et avoir une réponse que ne pas réussir à faire quelque chose et casser son site, ou voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
Ouais, ça c'est clair, hein. C'est clair. Moi, et puis ça dérange pas en plus, ça fait plaisir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de partage dans ce milieu-là, que ça soit dans les forums ou même en humain. Les gens ils sont pas avares d'aider, d'accompagner quoi. Oui, oui, et puis, enfin, moi, il y a plein de fois, mon webmaster pouvait pas me répondre, c'était quelque chose d'urgent. On fait une recherche Google, on trouve rapidement un tutoriel, on suit le tutoriel et on arrive souvent à se débrouiller sans son webmaster dans les cas d'urgence. Euh, bon, je pense qu'il faut pas, oui, il faut pas hésiter en effet, soit à poser des questions à son webmaster, soit à quelqu'un qui s'y connaît un peu, ou aller voir sur les forums, sur les sites spécialisés. Ouais. On trouve souvent plus rapidement une solution que ce qu'on pourrait imaginer. J'essaie de recentrer un petit peu tout ça sur les compagnies de spectacle et les projets artistiques. Et quand tu racontes en fait un peu l'historique de ton blog, bah, il porte très bien son nom. Historique, c'est que ça raconte une histoire en fait. Mhm. Ça met en avant autant un sujet intéressant qui va être la mode, mais d'un Mhm. autre côté, il y a aussi une sorte de culte de la personnalité quelque part. C'est que à travers ton blog, tu vas raconter ton histoire, qui tu es, Mhm. et tu vas créer un lien sensible avec tes auditeurs directement, quoi. Oui, complètement. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus dans le blog, c'est que j'ai un vrai échange avec mes lecteurs qui me laissent régulièrement des commentaires. Je prends énormément de plaisir à répondre aux commentaires, même si ça me prend beaucoup de temps. On apprend des choses en fait de ces commentaires, de ces échanges. C'est très enrichissant et on a l'impression de finir par se connaître en fait, que ce soit le lecteur. Moi, il y a des lecteurs qui reviennent tout le temps, qui me laissent un commentaire à chaque article. Donc au bout d'un moment, qui font partie de ma vie et eux, ils ont souvent je reçois des messages ou des commentaires où ils me disent on a l'impression d'être ton ami, on a l'impression de te connaître, on pourrait penser que comme c'est du digital, comme c'est sur internet, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humanité en fait, mais la relation humaine est quand même là et c'est ça qui est vraiment vraiment chouette et on peut se connecter avec des personnes qui n'habitent pas du tout dans la même zone que nous, donc on peut enfin, moi, j'ai des personnes qui me suivent des États-Unis et je trouve ça vraiment super, super chouette quoi, de pouvoir échanger avec n'importe qui, de n'importe où en fait. Ouais, et ça me fait dire que une compagnie de spectacle, elle peut très bien créer un blog dans lequel elle va raconter soit l'histoire de la création de la compagnie, que ce soit de la mise Mhm. en place d'un collectif, que ce soit la création d'un spectacle, pouvoir faire vivre tout le processus de création. Ça peut être aussi un sujet qui peut intéresser des programmateurs. Comment s'organisent les tournées, comment on vit en tournée, et puis donner des conseils à droite à gauche sur comment accueillir. Il y a des tas d'idées qui viennent de sujets de blog en fait. Et pour toi, la recette d'un bon blog, c'est quoi si on devait décortiquer en fait, toi, ce que tu as réussi à mettre en place et avoir une sorte de recette toute prête? Alors, bon, ça c'est vraiment mon opinion personnelle, mais je pense que c'est assez vrai sur pas mal de points. La première chose, le blog, il faut qu'il soit attirant visuellement. C'est-à-dire, si on va sur un site, que les photos sont floues, pas jolies, que le texte, il est écrit avec des polices moches. Il faut vraiment que d'abord, au premier abord, on n'a que quelques secondes avant que la personne ferme son onglet. Donc, pour que son onglet reste ouvert sur cette page internet, il faut que la page soit attirante. Donc, il faut de belles photos. Ça, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas hésiter à travailler avec un photographe professionnel qui fait une petite dizaine de photos qu'on utilise pour plusieurs articles s'il faut, si on n'a pas un gros budget. Mais vraiment, de belles photos, c'est très important. De belle qualité, pas flou, pas pixelisé. Ça, c'est vraiment rédhibitoire. Il faut donc que ce soit lisible, c'est-à-dire s'il y a des onglets partout, des, trop d'informations, trop de polices différentes. Enfin, il faut que ce soit agréable à l'œil et que ce soit assez. Enfin, moi j'aime bien quand ça reste simple le design. Quand on en fait trop, je trouve que ça devient vite oppressant presque. J'aime pas quand. J'aime bien pouvoir voir tout d'un coup, de visualiser. Alors ici, il y a le menu et puis là, il y a les catégories sur le côté. Je vois la photo, je vois le texte et c'est bon, j'arrive tout de suite comment dire, à apprécier le site juste en un coup d'œil et après, il suffit de lire Une fois que cette étape-là est passée, là, je vais lire le texte. Et ensuite, il faut que le texte soit aussi de qualité, il faut qu'il soit bien écrit, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, il faut respecter un minimum
La typographie, il ne faut pas mettre une virgule n'importe où. Enfin voilà, c'est le minimum. Il ne faut pas hésiter à se faire corriger si on a des petits problèmes d'orthographe. Moi, je suis dyslexique, hein, donc je me fais corriger par une amie parce que souvent, je mélange de voyelles ou de consonnes. Enfin bon, voilà. Moi, je suis une grosse tâche en orthographe. Il faut que je me fasse corriger 3 fois à chaque fois. C'est juste infernal. Oui, mais faut pas, enfin, il y a rien de honteux. On n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes. Voilà. Enfin, moi, j'ai une amie, elle est correctrice professionnelle, l'orthographe, la grammaire, tout ça, elle connaît par cœur. Je lui fais confiance. Je sais que quand je lui donne un texte, après, il y a zéro faute derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je pense que ce qui est aussi primordial, c'est se rendre accessible. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, un site internet, c'est digital, il faut mettre un peu d'humanité dedans, en fait. Il ne faut pas que ce soit un texte hyper corporate, genre type entreprise, enfin les sites d'entreprise vitrine, où là, il faut juste avoir un message clair et puis professionnel. Je pense que là, il faut un blog. L'avantage, contrairement à un site vitrine, c'est que on a cette possibilité d'exprimer un peu ses sentiments, de mettre une petite touche d'opinion personnelle, de glisser quelques métaphores. On peut s'amuser en fait avec un blog et c'est ça qui va attirer le lecteur. Si il se sent, il faut qu'il se sente concerné par le texte. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant si par exemple si une compagnie spectacle parle de la création de la compagnie, d'expliquer avec un peu d'humour les déboires que la compagnie a eu au début, s'ils ont galéré à trouver une salle pour répéter, enfin ce genre de choses. Vraiment, c'est bien de rendre un peu amusant, un peu positif, même si on peut parler de choses un peu négatives parfois, mais de le tourner toujours de façon à ce que ça puisse être intéressant, qu'on puisse apprendre quelque chose. Ouais, ou vivre quelque chose aussi. C'est ça. On doit écrire un article autour d'un contenu, de qu'est-ce qu'on veut donner à l'auditeur, mais par-dessus, il faut pas hésiter à mettre son humain, en fait, parler de soi. Quand on lit l'article, il faut qu'on sente que la personne qui l'a écrit a eu envie de partager quelque chose, et qu'elle l'a pas fait parce qu'elle était obligée. C'est vraiment qu'elle a écrit quelque chose qui lui faisait plaisir. Parce que le plaisir, ça se ressent aussi dans l'écriture. Quand on écrit quelque chose qu'on n'a pas envie, je sais pas, je repense à quand j'étais au collège ou au lycée et qu'il fallait écrire une rédaction sur un thème qui me plaisait pas, j'y arrivais rarement. Parce que c'est difficile d'écrire quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais avec un blog, l'avantage, c'est que c'est personnel, donc on peut réussir à partager quelque chose qu'on a vraiment envie de partager. Et ça se sent tout de suite. Savoir à qui on écrit aussi. Oui. Est essentiel. Je pense que dans ta tête, toi, tu dois avoir une personne ou quelqu'un qui représente un petit peu l'intégralité de tes auditeurs, où tu as tout un tas, comme si tu avais une foule devant les yeux et que tu te disais à un moment donné, j'écris pour lui, à un moment donné, j'écris pour lui. Alors honnêtement, c'est vrai qu'à la base, j'écris d'abord pour moi. On va être honnête, hein. J'écris d'abord pour moi. J'ai une écriture très introspective où je remets en question un petit peu facilement tout. Je suis une personne qui prend beaucoup de recul. Je me braque pas facilement quand on me fait des réflexions. Au contraire, je suis en perpétuel travail sur moi-même. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres parce que je me dis que dès qu'on me donne un conseil et que ça me fait réfléchir, cette personne qui m'a donné le conseil, elle a appris quelque chose avant moi en fait et elle me l'a partagé. Et parfois, souvent mes articles, c'est de la réflexion intérieure que je partage aux autres et je leur demande toujours, et vous, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que vous pensez la même chose? Ou j'ai envie de justement, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir en fait à lire les commentaires derrière, parce que les personnes répondent souvent à ces questions, elles réagissent à ce que j'ai dit, en me disant alors moi je suis pas d'accord, je pense que c'est plutôt ça comme ça, ou si je demande un conseil, parce que parfois je demande des conseils ouvertement, les personnes m'en donnent et elles me disent ah, mais je pense que peut-être tu pourrais essayer ça, et moi j'ai essayé ça par le passé, ça a fonctionné. En fait, quand j'écris, je le vois comme un dialogue, je pense, à la fois avec moi-même et à la fois avec mes lecteurs. Et c'est vrai que comme j'ai des lecteurs assez récurrents, au niveau des commentaires en tout cas, parce que j'en ai beaucoup qui viennent, qui lisent l'article, et puis qui ne commentent pas forcément. J'ai à peu près 15-20 commentaires à chaque article minimum. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes. Et dans ce cas, c'est vrai que je pense un petit peu à eux, je pense un petit peu aussi à mes proches. Il y a des questions, je pense, qui sont
un peu existentiel et qu'on se pose tous à un moment ou un autre. Donc je pense que ce que j'échange peut toucher beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que les personnes qui suivent mon blog, ils le suivent parce que c'est moi derrière. Il y a le personnage Nella Fragola qui d'ailleurs est vraiment moi maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Il y avait un sacré décalage entre ce que je montrais sur Internet et ce que j'étais dans la vraie vie. Maintenant, je suis vraiment ce que je décris ou ce que j'échange et ce que je me montre en photo sur le blog. Et c'est vrai que c'est un peu ça que j'ai envie de partager aussi. C'est un petit bout de moi. Dans tous les cas, j'aime écrire, donc c'est toujours un plaisir pour moi. Ouais, je crois vraiment que si une compagnie elle doit lancer un blog, l'essentiel c'est d'avoir vraiment un sujet qui nous tienne à cœur et de le partager le plus ouvertement, le plus humainement possible pour qu'il y ait vraiment un lien qui se mette en place à la lecture en fait. C'est ça, il faut un peu, enfin même beaucoup de passion en fait. Est-ce que ton blog il te permet de ramener du monde juste par rapport à des mots-clés sur Internet? Alors oui, mais pas que. En fait, c'est ce que j'explique souvent quand je donne des conseils à d'autres entreprises, à d'autres personnes. Avoir un bon contenu dans un blog et avec des publications hyper fréquentes, genre 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas ça qui va rapporter le lecteur sur le blog. Il faut qu'il y ait en effet un bon référencement Google, donc un référencement Google naturel avec donc les mots-clés qu'on peut mettre dans les titres, dans les descriptifs de l'article. Moi, je travaille avec un professionnel du référencement Google qui, lui, va faire tout ce qui est AdWords et vraiment travail de référencement encore plus poussé, où là, on paye un mot-clé, donc c'est encore différent. Il y a l'optimisation du site internet et la mise en place du site internet pour qu'il soit visible sur Google. Quand on dit naturellement, c'est en tapant une recette de mots-clés. C'est ce qu'on va voir apparaître dans le moteur de recherche, mais qui ne sera pas lien sponsorisé. C'est ça. C'est l'optimisation, c'est ce qu'on appelle du SEO. C'est ça. Et ce que tu délègues, c'est du référencement payant, c'est-à-dire d'être visible sur Internet. On peut appeler ça la publicité Internet, que ça soit apparaître dans les liens sponsorisés sur Google ou apparaître dans une annonce Facebook ou sur d'autres espaces alloués sur Internet. C'est ce qu'on appelle le SEO, c'est du référencement aussi, ça tourne autour de mots-clés, mais par rapport à réussir à faire venir, par rapport à du payant en fait. C'est ça. Donc ça, je pense que, enfin moi, ça fait depuis peu que je fais la version payante. Ça m'a mis j'ai pris beaucoup de temps en fait à bien optimiser déjà mon référencement naturel. Comme je cherche des clients, évidemment, pour moi, c'est intéressant d'avoir un référencement sur des sites. Sur certains sites, évidemment, on a bien sélectionné où on allait faire la pub sur Internet. Ça, c'est important aussi. Mais là où je passe beaucoup de temps, c'est à promouvoir moi-même mes articles. C'est-à-dire, dès que je publie un article, je vais le partager aussi souvent que je peux sur différents groupes, par exemple des groupes Facebook de blogueurs, je vais aller commenter sur d'autres blogs, je vais échanger avec des personnes qui ont écrit sur le même thème. Enfin, vraiment, le plus dur, je pense, c'est toute la promotion autour de l'article. C'est pas écrire l'article, c'est pas ça qui va attirer le lecteur. Il faut aller le chercher vraiment, et donc c'est ça qui prend le plus de temps. Vaut mieux faire qu'un article par semaine et passer le reste de la semaine à promouvoir cet article pour qu'il soit le plus visible, pour qu'il y ait vraiment le plus d'interaction possible, plutôt que passer sa semaine à faire 3 articles. Mais comme on a fait 3 articles, on n'a pas le temps d'aller promouvoir ces 3 articles, et donc personne ne va le voir. On est d'accord. Alors là, je pense tout de suite, je suis une compagnie de spectacle. À chaque fois que je vais rédiger un article pour mon blog qui va parler de la création de mon spectacle ou de notre sujet, c'est l'occasion pour moi de réaliser une campagne de communication. C'est de pouvoir communiquer sans forcément parler directement en disant est-ce que vous voulez acheter mon spectacle. C'est communiquer en disant une super technique pour faire un mur en polystyrène en trompe-l'œil. Et du coup, ça va être l'occasion de référencer son article, d'en parler sur des sites qui vont parler plus du trompe-l'œil. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, à approcher des blogueurs ou des sites de spectacles et en disant est-ce que vous pouvez partager mon article ou écrire quelque chose par rapport à ce que j'ai fait sur mon article, sur votre blog. Alors bon, c'est vrai que
surtout si on cherche un blogueur spécialisé, professionnel, c'est même un partage de liens, ça peut être payant, mais c'est pas forcément un prix exorbitant et ça peut valoir beaucoup le coup. Moi, je sais que je fais beaucoup de pubs sur Facebook, de pubs sponsorisées. Dès que je travaille avec une marque, dans mon tarif, il y a la pub Facebook prévue, de façon à ce que tous mes lecteurs le voient, en fait, l'article. C'est surtout ça. Mais l'avantage, par exemple, imaginons une compagnie de spectacle veut publier un article et fait une pub sur sa page Facebook, c'est bien, ça peut attirer du monde, mais on ne sait pas qui va cliquer sur le lien, on ne sait pas qui va réagir, est-ce que c'est quelqu'un de la région ou pas. Même si on cible beaucoup en disant alors on veut toucher que les personnes de Paris, qui va réellement, combien de Parisiens vont réussir à voir la pub, c'est difficile à savoir. Alors que si on approche un blogueur professionnel, ce blogueur, il a une communauté qui le suit déjà, une communauté fidèle et qui va faire confiance. Il y a un rapport de confiance qui s'est créé entre les lecteurs entre la communauté du blogueur et le blogueur. Moi, c'est le cas, c'est-à-dire souvent quand je vais donner un code promo, je sais que mes lecteurs, ils savent que c'est pas une arnaque, ils savent qu'ils vont prendre le code, ils vont réellement avoir une réduction derrière. Donc, il y a plus de... On sait déjà quelle est la cible qu'on va avoir quand on approche un blogueur qui va nous aider à faire la communication. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir donc, des sites professionnels pour pouvoir faire sa communication parce que tout de suite, on va cibler la bonne catégorie de personnes qu'on veut toucher. Alors, il ne faut pas oublier en fait que ce travail-là peut paraître inexistant. C'est-à-dire si vous tapez blog spectacle sur Internet, vous en trouverez 3, 4 qui vont être liés à des thématiques artistiques. On se dira mais alors là, mais je ne vais pas pouvoir être publié, je ne vais pas pouvoir faire un truc qui va cadrer. C'est souvent ça qu'on a comme problème et il faut retenir un truc, c'est que il faut passer par la petite entrée. C'est si vous arrivez directement, salut, est-ce que je voudrais publier chez toi un article? Non, ça marchera pas forcément comme ça de bout en blanc. Il faut pareil, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est créer un lien. Et ce lien, il se fait aussi avec les gens avec qui on va vouloir parler sur d'autres sites internet. Et c'est bien de commenter ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et de leur envoyer un petit mail. Salut, j'ai lu cet article-là, c'est super. Ça me fait dire que j'aimerais bien moi aussi pouvoir publier sur ton site et j'aurai un article à te proposer. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter aussi par exemple, je pense à une compagnie de spectacle, il n'y a pas besoin d'aller voir que les sites liés au spectacle. Moi, par exemple, je travaille régulièrement avec le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence. Le Grand Théâtre, c'est quand même le plus grand théâtre de la région. Il m'invite régulièrement à voir un spectacle. Moi, je fais un compte-rendu derrière. Donc, même moi, blogueuse, à la base plutôt mode et lifestyle, je partage quand même des articles sur des spectacles et donc je touche une catégorie de personnes complètement différente qui n'est pas forcément sensible à la base au principe même de spectacle et qui pense que le théâtre c'est pas pour son âge, c'est pour les vieux, j'ai déjà eu ce genre de commentaires. Mais le fait que tout d'un coup il y a le Grand Théâtre de Provence qui invite les blogueurs les plus influents de la région à voir des spectacles et à prendre un verre avec les artistes après VIP. Après, tous les blogueurs, ils vont partager des stories sur Instagram, mettre des photos ensuite sur Instagram, sur leur blog, sur leur page Facebook. Et là, tout d'un coup, il y a 50 blogueurs qui parlent de vous. Et tout ce que vous avez fait, c'est les inviter à votre spectacle. Pour le coup, juste inviter au spectacle et prendre un verre avec les artistes pour rencontrer les artistes à la fin. Et ça, c'est pas... je pense que c'est une très bonne stratégie aussi de communication, c'est d'inviter quelques spectateurs à voir le spectacle et en échange, il y a toujours un retour parce qu'il y a du donnant-donnant. Donc, il y a la rémunération qui peut être demandée pour certains blogueurs un peu plus influents, mais généralement, quand on est blogueur, on aime bien se faire inviter à des soirées, c'est toujours agréable et ça permet aussi de se faire des rencontres plus sérieuses, professionnelles derrière. Donc on y gagne toujours en fait à ce genre d'échange. D'accord, c'est vrai que c'est une démarche que je pense peu de diffuseurs, les diffuseurs c'est les vendeurs de spectacles, ont dans leur démarche de mise en réseau et de communication, dans le sens où ils vont inviter beaucoup la presse, la radio. Après, ils vont à côté de ça inviter des programmateurs, donc des gens susceptibles directement d'acheter le spectacle, mais ils vont pas forcément penser aux blogueurs influents. Et c'est vraiment dommage parce que
C'est la nouvelle façon de communiquer maintenant. Il faut savoir que l'avantage de passer par un blogueur, c'est que les gens qui suivent le blogueur, ils vont pas forcément voir la pub. C'est de la pub. Et alors qu'un blogueur, c'est pas vu comme de la pub, même si ça en est, même si c'est de la communication, parfois et même très souvent, de plus en plus rémunéré par des entreprises et compagnies. Les lecteurs vont pas le voir forcément comme de la pub. Ils vont pas le voir comme du contenu sponsorisé, même si ça en est. Le blogueur a une relation presque amicale avec ses lecteurs et sa communauté. Tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait lancer un blog maintenant, sur les étapes qu'il va traverser ou sur des conseils à lui donner pour bien lancer son blog? Je pense que la première chose, c'est à quoi va servir le blog. Il faut se poser la bonne question à ce niveau-là, c'est à quoi va servir le blog, comment je l'imagine, est-ce que ça va être juste un site vitrine ou est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux partager en fait? Est-ce que c'est un blog où je vais inviter des gens ou est-ce qu'il n'y a que moi qui va écrire dessus? Est-ce que j'ai le temps d'écrire dessus? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Est-ce que je mets quelqu'un à qui je donne des thèmes? Et je pense que ça aussi, c'est important de lister tout ce qu'on peut dire, les thèmes, savoir... il faut commencer, moi, j'ai commencé avec beaucoup trop de catégories au début. Donc là, c'est justement ma nouvelle page et j'ai mis que 6 catégories. Ce qui est quand même pas mal, mais 6 catégories que j'utilise vraiment. Avant, j'en avais 12 ou 13. J'avais le double. Donc, c'était vraiment pas pratique. Donc, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à se dire de quoi je peux parler, sur quel thème et comment je les traduis en catégories. Je pense que commencer avec 2 ou 3 catégories au début, quitte à en rajouter après, vaut mieux commencer petit, à pas faire comme moi et à faire trop de catégories parce qu'après, quand vous allez devoir les réduire et tout retrier, croyez-moi, ça va vous prendre du temps. Donc, il faut vraiment réfléchir à cet aspect-là. Comment le blog va être organisé en thèmes et en catégories. Et réfléchir déjà, ne pas hésiter à écrire 3-4 premiers articles pour voir, pour en avoir en avance parce que la mise en place d'un blog, c'est très long. Vraiment, surtout si vous le faites vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez un WordPress, vous prenez un template que vous aimez bien, gratuit ou payant. Je vous conseille un payant, personnellement. C'est abordable, ça peut vous prendre énormément de temps parce qu'évidemment, quand on ne l'a jamais fait, au début, ça prend du temps, ça prend plus de temps que quelqu'un qui sait déjà le faire, mais c'est faisable. Donc, préparez quelques articles, préparez tous les textes en avance. C'est intéressant parce qu'après, une fois que vous allez devoir gérer le blog, vous allez vite vous sentir débordé. Vous allez avoir du mal à trouver une organisation au début. Mais quand est-ce que je partage l'article? À quelle heure? Enfin voilà, au début, il faut vraiment trouver un rythme. Il faut que le rythme soit tenable. Parce que si vous dites, je vais faire 3 articles par semaine, moi, c'est ce que je me suis dit au début. Mais franchement, 3 articles par semaine, c'est chaud, hein. Il faudrait que je fasse 72 heures par jour pour pouvoir bien faire mes articles et les promouvoir derrière. Donc, vaut mieux faire un article par semaine ou tous les 15 jours et que ce soit régulier. Essayez de vous dire, allez, je poste un mercredi sur 2, par exemple. Vaut mieux un contenu un peu moins massif, un peu moins imposant. C'est pas parce que vous allez faire 5 articles d'un coup pour lancer le blog que ça va rendre votre blog plus intéressant. Pas du tout. Je pense que pour un site de compagnie, rédiger un blog par mois, c'est transformer en fait sa newsletter qu'on envoie en spam et que souvent on rédige mal, la transformer en article de blog. Et au lieu d'avoir plein de nouvelles qu'on va annoncer, on va en annoncer une, mais bien, et on va l'annoncer correctement. On va écrire un article sur un sujet qu'on va prendre le temps de creuser. Et dans l'idéal, c'est d'arriver à mettre ça dans un planning. Oui. Et la régularité, elle va vous aider pour ça, parce que ce planning, il va être défini en fonction des stratégies de communication qu'on va voir avec le diffuseur pour que ça l'aide, lui. L'idée, c'est aussi de pouvoir lui fournir des outils. Et dans une stratégie aussi d'avancement de la compagnie. Si on est en train de préparer un spectacle et qu'en même temps, à côté de ça, on organise la 100e de son spectacle, la 100e de son spectacle, ça peut être un sujet de blog. Ça peut être aussi un sujet de blog de parler de la création de son spectacle. Mais il va falloir choisir quel sujet collera mieux à quelle période, en fonction de comment on va vouloir avancer et puis, si possible, de l'écoute des gens. Mais ça, c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'une régularité, c'est si important? Tout le monde dit que c'est très important d'être régulier dans le blog. Pourquoi? Parce que, imaginons, alors c'est pas que sur le blog, d'ailleurs je pense que ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, si vous publiez 5 nouvelles dans la semaine, et ensuite pendant un mois rien,
bah, les gens ils vont se dire, bon, bah, le blog il est mort en fait, il n'y a personne qui s'en occupe, quoi. Les lecteurs, les personnes qui ont vu une première fois un premier article, ils vont se dire, ah bah tiens, j'ai vu qu'elle a publié déjà 2-3 articles, je suis allée voir les 2-3 premiers articles, il va prendre peut-être au bout d'un moment le réflexe lui-même d'aller voir s'il y a une nouvelle publiée sur le blog ou sur le site. Donc, moi je sais que, par exemple sur Instagram, j'essaie de poster une photo tous les jours ou tous les 2 jours. Et je me suis rendu compte, il y a une fois où j'ai été malade, j'ai pas pu poster de la semaine. J'ai tellement habitué mes followers à avoir un contenu assez régulier, j'ai eu je ne sais pas combien de commentaires en message privé me demandant, mais est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es malade? Enfin, ils se sont inquiétés pour moi, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils s'attendent à avoir ce contenu. Au bout d'un moment, on s'attend à avoir cette mise à jour régulière. C'est le principe de la force d'une communauté et moi j'appelle ça la durée d'engagement. C'est-à-dire que quand on va s'inscrire à un club théâtre par exemple, on va s'engager sur une certaine durée et c'est parce que le club théâtre il revient toutes les semaines qu'il reste dans notre tête et qu'on continue à avoir envie d'y aller. Si le prof du club théâtre il est malade pendant 6 mois, rattaquer le théâtre ça va être plus difficile. Quelqu'un qui suit un blog, il va vous avoir dans la tête pendant un temps. Parce qu'il sera resté imprégné par votre article. Et en fonction de votre article, il va le garder plus ou moins longtemps dans sa tête, jusqu'au moment où il va passer à autre chose, tout simplement, qu'on passe très souvent à autre chose et à avoir envie de suivre d'autres histoires. Cette durée-là, de réceptivité, qui est pour moi la durée d'engagement, dans le sens où l'auditeur, il va interagir, il va répondre, et il y en a qui vont être des grands fidèles, mais d'autres qui vont rentrer et sortir. Et il y a une moyenne qui va s'établir, en fait, des gens qui s'attendent à venir voir et qui vont revenir sur votre site internet pour vérifier si il y a un nouveau quelque chose. Et c'est un petit peu nous aussi qui donnons le rythme. Si on donne le rythme d'une fois tous les 1 mois, s'il y a cette habitude-là qui est mise en place, c'est bien de la poursuivre, parce que les gens qui sont dans votre durée d'engagement, ils vont rester fidèles et communiquer aussi ce que vous faites, quoi. Oui. Il ne faut pas hésiter aussi. Moi, je sais que il y a la possibilité de s'abonner à ma newsletter. En fait, ma newsletter, c'est tout simplement de recevoir, comme quoi j'ai publié un nouvel article avec le lien directement de l'article. Enfin, il y a une bonne partie qui ont pris l'habitude d'aller cliquer directement depuis leur boîte mail pour aller voir l'article que je viens de publier. Quand je publie un nouvel article depuis Facebook, d'autres depuis Instagram et d'autres depuis leur mail directement parce qu'ils ont reçu la notification comme quoi je venais de publier un nouvel article. Si tu devais changer quelque chose, toi, sur ton blog, oui. Ça serait quoi? Enfin, vraiment, le gros changement que je voulais faire, je l'ai fait, là, et ça y est, il est en ligne. Quand on arrivait avant, quand on cliquait sur le blog, il y avait un onglet déroulant avec toutes les catégories. Donc ça, j'ai demandé à le supprimer. Et ensuite, on voyait tous les posts d'un coup, mais on ne voyait pas très bien les catégories. Donc en fait, je lui ai demandé de faire en image une seule page avec une image qui illustre chacune de mes catégories et qui permet, en fait, on clique directement sur la catégorie qu'on veut, donc mode et beauté, lifestyle, voyage, voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus clair et je suis très contente et ça m'a permis, en fait, je crois que je supporte plus les onglets déroulants. Je trouve que c'est aller scroller pour aller trouver le bon onglet, ça m'exaspère, moi, d'aller faire ça sur d'autres sites. Donc, j'ai voulu enlever ça sur mon propre site. Et j'ai demandé à supprimer certains onglets parce que sur la barre de menu, j'avais trop d'informations. Je lui ai demandé des petits détails comme mettre contact en bas et pas en haut, pour que ce soit le plus vide, le vide possible, mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens... je veux que les gens ils voient l'information la plus importante en première. Donc, blog, biographie, travailler avec moi. Voilà, c'est tout. Un truc qui est essentiel quand on crée un site internet, c'est toujours réfléchir au chemin. Et les chemins, il n'y en a pas 10 000. Et c'est un chemin qui va en arborescence. Donc, on part d'une page d'accueil. On identifie sur chacune des pages où est-ce que je veux amener mon lecteur. Plus c'est simple, moins on a à réfléchir, moins les gens refermeront la page. S'il y a 20 menus,
eh ben, ne vous dites pas, c'est pas parce que j'ai 20 menus que j'ai 20 fois plus de chances que les gens aillent ailleurs. Si vous avez 20 menus, vous avez 20 fois plus de chances que les gens se barrent. Et s'il y en a qu'un, eh ben, il y a 20 fois plus de chances pour que les gens, eh ben, ils cliquent dessus. Et autant proposer un visuel qui est beau, ça veut pas dire proposer un visuel qui est riche, et trop riche. Et par n'importe quelle page où on arrive, savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Oui, c'est vraiment, et ça c'est mon erreur du début en fait, c'est d'avoir, j'ai cette tendance-là malheureusement à être tellement obsessif au niveau de l'organisation que tout doit être trié et sous-trié et sous-sous-trié et sous-sous-sous-trié. Et je me suis vraiment perdue là-dedans et j'ai passé une semaine à devoir supprimer toutes les catégories que j'avais faites pour en recréer, pour retrier mes 300 articles que j'ai fait dans le passé pour mettre dans les bonnes catégories. J'ai supprimé toutes les étiquettes parce que j'avais des étiquettes. Donc mes étiquettes, c'est mes mots-clés qui permettent de mettre en relation des articles qui ne sont pas forcément dans la même catégorie, mais qui ont des liens sur la mode ou sur un voyage, voilà. Et qui sont importants puisque c'est aussi dans ma recherche Google. Mais j'en avais, mais je ne sais pas combien, 50, soit plus, j'en avais peut-être 150. J'ai tout supprimé et j'en ai refait que 20 qui ont une traduction en français et en anglais. Donc dès que je mets une étiquette en français, elle est directement mise sur mon article en anglais. Donc ça, c'est vraiment pratique. Avant, je perdais énormément de temps à ça. Et au moins, j'en ai que 20 et c'est les 20 plus importantes. Donc je pense qu'il faut vraiment être très sélectif. Parfois, on a l'impression qu'on est presque trop sélectif, mais en fait, il faut être très, très pointilleux dans son choix. Et c'est ça qui fait toute la différence après sur l'aspect général, en fait. D'autant plus que maintenant, les gens ils vont autant sur votre site depuis un ordinateur que depuis un téléphone portable. Et les normes de qualité d'un site internet, jugées par l'utilisateur, sont plus les mêmes qu'avant. Avant, on aimait bien un joli site en flash où quand on appuyait sur ce bouton, il y avait une poubelle qui s'ouvrait avec des millions de petites étoiles qui sortaient, qui se transformaient en menu. Maintenant, les gens, ils veulent savoir où aller, quoi, directement, ou sinon, ils repartent de votre site, quoi. Ouais. Et c'est très très important de tester son site sur différents serveurs, sur différents ordinateurs PC, Mac, et de tester sur tablette et de tester sur smartphone, mais iPhone, Samsung, enfin sur Android ou sur iOS, ça peut complètement changer. Donc il faut que le site internet soit compatible avec tous ces formats-là. Donc c'est aussi pour ça que faire simple, ça peut être bien parce que c'est plus facile d'adapter pour tout support en fait. Si tu devais revenir en arrière, toi, tu devais revenir à tes débuts et que tu devais te donner un conseil, tu te dirais quoi? Alors déjà, je reviendrai encore plus loin dans le passé. Je reviendrai à mon moi adolescente qui avait des rêves de devenir écrivaine, actrice, et à qui on a dit, notamment ma belle-mère et mon père, que c'était pas possible, qu'on fait pas ce qu'on veut dans la vie, on fait ce qu'on peut, de dire de pas lâcher, de pas se laisser influencer, de pas céder à ce que les proches ont pu me dire et de continuer à croire en moi comme j'ai pu croire quand j'étais petite fille. Finalement, quand on est enfant, tout est possible. Et je pense que quand on est adulte, on se ferme ces possibilités-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc je pense que le conseil que je me donnerais, c'est crois en toi. Tout est possible. À partir du moment où tu travailles, à partir du moment où tu as de la rigueur et où tu as confiance en toi, fais. C'est comme dirait Maître Yoda, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Voilà, je suis une grande fan de Star Wars, mais je trouve que cette phrase est tellement vraie pour la réalité, le quotidien. C'est le conseil que je me donnerais, c'est fonce, fais, tu te plantes, c'est pas grave. Je me suis plantée plein de fois sur mon parcours. J'ai mis 10 ans pour arriver à ce que je voulais faire vraiment. Mon grand-père me disait tout le temps, échouer, c'est réussir. Parce que si tu échoues pas, ça veut dire que tu n'essayes pas. Si tu échoues, même si tu échoues 100 fois, à la fin, tu vas arriver par réussir. Parce que c'est en échouant qu'on apprend et qu'on se perfectionne et qu'ensuite on arrive à atteindre son but. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper. Là, je me rends bien compte que par exemple pour le blog, c'est des choses bêtes, mais si je revenais il y a 3 ans, je me dirais, mais non, fais pas 50 catégories, et fais pas ça comme ça, et puis ça, c'est pas joli, et puis non, 3 articles par semaine, mais t'es folle, t'y arriveras jamais. C'est trop, fais qu'un seul article. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Je pense que voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à foncer, à se planter et à réessayer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne recette.
Alors là, je suis mais 100% d'accord avec toi et ça va pour tout. Et c'est le point commun de toutes les personnes qui réussissent dans leur projet et qui sont heureux de ce qu'ils font. C'est ce conseil-là, c'est de dire si tu crois, eh ben vas-y, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il faut pas croire que c'est en restant assis sur son canapé que ça va marcher. Croire en ses Oui, rêves, ça veut dire y croire, mais agir en fonction de la force de ses croyances. il ne faut pas avoir peur de se lever le matin très tôt et de se dire qu'on va se coucher tard le soir parce qu'on a énormément de travail, parce que quand on est en indépendant comme ça, enfin moi je sais que je compte pas mes heures, les 35 heures pour moi je connais pas, hein. Ça fait 3 ans que je sais pas ce que c'est les 35 heures et les vacances, quand j'en prends, bah, je prends quand même mon ordinateur. Il y a toujours un moment ou un autre où je fais quelque chose lié au professionnel, même pendant mes vacances. C'est pas évident, c'est dur, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire, ce qui est agréable, c'est de se dire, ah voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois non-stop, mais j'ai enfin quelque chose qui arrive. J'ai un truc positif qui me... Voilà, c'est la preuve que j'ai bien fait de pas m'arrêter en chemin, de pas me dire oh, j'en ai marre, j'arrête tout. Parce qu'il y a des moments où vraiment on en a marre, on a envie, on regrette presque le moment où on était salarié, on se dit oh là là, je suis fatiguée, j'ai rien en ce moment, ce mois-ci j'ai pas eu un seul centime, je vais pas m'en sortir, j'ai trop peur. Pourquoi je continue à me lever tous les matins à 6 heures? Est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? Et il y a toujours un moment où on a cette faiblesse-là, mais si on arrive à avoir la force de dire, allez non, on continue, je vais me battre jusqu'au bout, j'ai un rêve, je vais bien finir par y arriver, eh bien, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive derrière. Vraiment, ça, j'en suis persuadée. Mais on doit être sa propre chance, on doit créer sa propre chance. On nous dit c'est pas possible, mais l'heuristique de disponibilité, c'est le fondement qui fait que si on reste dans une bulle, on finit par penser uniquement par cette bulle. Et si on va voir ailleurs et qu'on rencontre d'autres blogueurs, eh ben on va se rendre compte que bloguer, bah, c'est gagner sa vie, c'est possible. Si on traîne avec des artistes qui ont réussi, ben, au final, on va finir par être convaincu qu'on peut réussir et ça va devenir normal la réussite. Et il faut se faire influencer par les situations qu'on génère. Voilà. Mais d'ailleurs, on se fait des relations au fur et à mesure avec des personnes qui comprennent ce qu'on fait. Moi, j'ai plein de personnes, toutes les personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter un travail où je gagnais presque 1 800 € par mois en faisant juste de l'administration euh, et que j'allais rien gagner au début ou très peu. Ils m'ont pas comprise et ces personnes-là, d'ailleurs, pour la plupart, ne sont plus dans ma vie. Et si je peux me rajouter quelque chose, je dirais aussi que on est dans une période, je pense, de changement, c'est-à-dire, sérieusement, je pense que la façon dont on travaille va beaucoup évoluer. Il y a vraiment une volonté de changer la société, de changer les choses, un retour à la qualité et pas à la quantité, un retour à... je pense que c'est fini le temps où on rêvait, l'objectif de réussite sociale, c'était avoir énormément d'argent, la maison, le chien, la famille. Je pense que maintenant, on a vraiment une autre optique de ce que c'est que la réussite. Je pense que maintenant, la réussite est plus personnelle. On a envie d'être riche d'expérience, on a envie d'être heureux, on a envie de s'épanouir dans son travail, on n'a plus envie de se lever pour aller à l'usine et faire quelque chose juste pour gagner de l'argent et utiliser cet argent-là pour s'amuser juste le week-end et en vacances. Je pense que ce temps-là est révolu. Toutes ces personnes, des blogueurs, des artistes, des artisans, combien de personnes quittent leur travail pour se reconvertir et devenir ébéniste ou élever des chèvres dans le Verdon. J'en connais plein. Et c'est vraiment une génération, on est dans une génération, dans une période de renouveau à ce niveau-là. Et on a tout à reconstruire, je pense. Et c'est quelque chose qu'il faut partager sur Internet, si on y croit, évidemment. Parce que c'est... Je vais dire c'est la tendance, mais c'est une tendance, pour le coup, c'est une mode. Moi, j'aime pas les tendances, j'aime pas ce genre de choses. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très positif et qui peut vraiment faire évoluer dans le bon sens. Bon, en tout cas, merci à toi. C'était un super moment. J'espère que ça t'aura quand même beauté de faire ça avec moi. C'était super, j'ai adoré. Et puis j'espère à bientôt. Et puis que ton blog prospère encore et encore et encore. On se retrouve à 40 000 followers. Ah, j'espère aussi. Ce serait vraiment parfait.
Voilà, cette émission est terminée. Je vous invite maintenant à vous rendre sur la page du podcast, vous trouverez le lien dans la description de l'émission, et de télécharger le petit dossier que j'ai rédigé. C'est un sorte de mémo d'une vingtaine de pages qui va vous donner des conseils sur comment rédiger un calendrier de publication, comment faire le lien entre les réseaux sociaux et votre blog, quel est vraiment l'objectif d'un blog qui va attirer les fans et attirer les programmateurs, comment le faire, comment rédiger pour le web, en pensant au référencement, aux champs sémantiques, aux balises. Bonne lecture. Alors la prochaine émission, ça sera avec Isabelle Leyer, qui est une journaliste culturelle. Elle nous parlera du pitch de compagnie et puis nous donnera un petit peu sa philosophie hyper positive sur l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on lance une compagnie. Voilà, à bientôt.